Bon, on va sortir un peu de la partie radio et je vais basculer sur le format, des données telles qu'elles sont transmises. Donc je vous ai dit qu'on avait des splits qui étaient envoyés. Je vous ai dit que ces splits, ils faisaient 36 bits et dans ces 36 bits, on avait un tiers qui était des informations de synchronisation, donc ici qu'on appelle les bits pilotes et qui ont un pattern qui est toujours le même. Donc on va trouver d'abord 12 bits de données, ensuite 12 bits de données et au milieu, c'est 12 bits qui permettent de faire de la synchronisation. Les 12 bits de données qui sont avant et après ne sont pas en réalité forcément des bits qui se suivent dans la trame. Le truc est plutôt bien fait, ça ressemble énormément à LoRa quand on regarde comment est spécifié LoRa. Et là-dessus, j'ai publié un article qui peut vous intéresser. Mais globalement, c'est un peu les mêmes principes qui sont mis en œuvre sur MyOT pour recoder les informations, les éclater un peu partout dans la trame, de façon à ce que si on perd un paquet, en fait, on perde le minimum d'informations. Donc, on va retrouver ces informations-là. On voit que le split a dans l'accord frame c'est 12 bits de synchronisation de pilot bits qui sont toujours les mêmes. Et puis, dans les extension frame, c'est-à-dire les splits qui sont après l'accord frame, donc après les 24 premiers, on a un autre symbole, ce qui permet globalement de différencier à la réception et donc d'arriver à s'y retrouver dans les patterns, en fait, in fine. De ne pas prendre un pattern pour un autre en sachant que on n'est plus dans l'accord frame, on est après l'accord frame. C'est ça l'idée. Donc on n'a pas d'informations qui soient portées qui permettent d'identifier par exemple quel est le numéro du split. Et ça, c'est quelque chose qui du coup rend le décodage un petit peu plus compliqué et qui oblige l'utilisation des patterns, comme je l'ai évoqué. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que MyOT, en fait, c'est très 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 proche d'une autre modulation qui s'appelle LRF HSS, qui est fait par Semtech et qui est issu de LoRa, parce que le LR de LRF HSS est pour le LoRa, grosso modo, mais qu'une modulation qui est une modulation Telegram splitting comme MyOT, avec moins de diversité temporelle, beaucoup plus de diversité fréquentielle, mais dans laquelle les splits portent des informations qui permettent de refaire les liens. Voilà. Et donc, c'est une grosse différence. On n'a pas forcément cette problématique de pattern dans les RFHSS, alors que c'est une obligation dans MyOT pour arriver à s'y retrouver, grosso modo. Donc, un split est codé de cette façon-là, et avec l'ensemble des splits, on crée des trames, grosso modo. Et donc, le format d'une trame classique sur MyOT est indiqué dans le schéma que vous avez ici. Il faut savoir qu'on a la trame MyOT, c'est-à-dire vraiment la partie couche physique sur laquelle on pourrait éventuellement faire différents types de protocoles à l'intérieur. Un peu comme dans LoRa, on peut faire du LoRaWAN, mais aussi on peut faire du Meshtastic ou plein d'autres choses. Donc, on a une trame de base. Cette trame de base, elle est constituée de headers. Donc, un header qui commence avec un CRC pour le header lui-même, et puis un autre CRC qui permet de contrôler la payload. Et donc, on va utiliser ces deux différents CRC parce qu'il est important d'être certain que le header soit bon, puisque c'est lui qui décide de ce qu'il va y avoir derrière. Au-delà de ce header, les points importants, on va avoir le MPDU, donc le MyOT PDU, donc en gros la payload qui est transportée par MyOT. Et puis, comme je vous ai dit que la trame, elle faisait forcément 24 splits, la core frame, elle a une taille qui est définie. Et potentiellement, si vous transportez que quelques octets à l'intérieur d'une trame de base MyOT, eh bien, elle sera trop petite. Donc, on va rajouter des zéros. Donc, c'est la partie zéro padding qui fait qu'on va arriver à ces 24 splits. Donc, si on zoome dans la partie MPDU, on va retrouver les éléments classiques d'une communication réseau, avec un header, ici, donc une couche MAC dans laquelle on va avoir les informations, dans lequel on va commencer par un header. Donc, un header qui nous indique grosso modo ce qu'on va avoir par la suite. Entre autres, par exemple, ça nous indique quel est le format du champ adresse qu'on va trouver, puisque la particularité sur MyOT, on peut utiliser une adresse qui fait 8 octets, donc 64 bits, comme on peut utiliser une adresse courte qui fait que 2 octets, donc 16 bits. Pour ceux qui maîtrisent un petit peu LoRaWAN, dans LoRaWAN, on va utiliser une adresse longue, qui est une adresse, pareil, sur 8 octets, qui est le dev EUI, qui sert à avoir une identification de device qui est unique, mais qu'on ne va pas utiliser dans les communications en général. On va s'en servir uniquement pour faire un join, donc pour se connecter au réseau. Et le réseau va nous renvoyer une adresse courte, le dev adresse, qui va nous permettre de communiquer en réduisant un peu la taille des communications. Donc, dans le cas de MyOT, c'est un peu le même principe. On peut avoir une adresse longue ou une adresse courte qui est donnée par le réseau. Sauf que dans le cas de MyOT, la communication bidirectionnelle est assez compliquée. Donc, par conséquent, on ne peut pas forcément avoir une procédure de join. Donc, l'adresse courte, elle peut soit être obtenue au travers d'une procédure de join, soit elle peut être fixée en dur, soit si on n'a pas d'adresse courte, on peut communiquer tout le temps avec l'adresse longue. Donc, on a quand même pas mal de possibilités. C'est pour ça que le champ d'adresse peut faire 2 octets ou 8 octets en fonction des choix qu'on va prendre.
Derrière, on va avoir un compteur, le compteur qui nous permet d'incrémenter le nombre de trames. Ça, c'est très classique. C'est aussi quelque chose qui va faire que deux trames avec les mêmes contenus vont avoir des signatures et des chiffrements différents. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et ce compteur, il va être sur 24 bits ici, visible et transmis dans la trame, pour un compteur global côté device et côté network server qui lui fait 32 bits. Donc on va avoir 24 bits affichés sur le réseau et puis 32 bits en fait pour éviter qu'on ait qu'on retrouve des trames avec les mêmes signatures ou les mêmes chiffrements et donc que grosso modo on ne puisse pas faire des attaques par replay. Suivi de ce compteur, on va trouver un champ supplémentaire que je ne vais pas détailler et on va trouver la payload, donc ce qu'on va vouloir transporter à l'intérieur de la trame. Cette payload, elle peut faire jusqu'à 245 octets, donc on peut porter des choses qui sont très longues, même si de mon point de vue, dans le monde de l'IoT, on ne devrait jamais transmettre des messages qui sont longs, on devrait toujours essayer d'optimiser ça, quitte à envoyer plusieurs messages. Bon, ça c'est mon avis que je partage depuis un petit moment, chacun fera ce qu'il veut avec. En tout cas, c'est pas fait pour transférer du JSON en mode texte, ça n'a aucun sens. Le dernier champ, c'est le champ de signature, donc qui va permettre de vérifier l'authenticité de l'émetteur. Ça repose sur des mécanismes, tout ce qu'il y a de plus classique. On va utiliser une clé, on va faire un chiffrement AES 128 CBC, grosso modo, pour générer une signature de la trame. Et on va garder quelques octets du résultat de ce chiffrement. Et ça va devenir la signature qu'on va pouvoir vérifier de l'autre côté. Le chiffrement est très classique, c'est un ES 128 CTR. Donc on va utiliser un compteur, on va faire un ou exclusif après avoir fait une opération de calcul AES sur l'ensemble de la trame pour transformer ces informations et donc les chiffrer. Tout ça, ça nécessite d'avoir une autre information qui est commune, qui est une pre-shared key, c'est-à-dire une clé secrète qui va être partagée du côté objet et du côté network server pour être capable de faire ces opérations de signature et faire ces opérations de chiffrement, déchiffrement. Donc, là, vous voyez, on est sur un système qui ressemble d'un côté à celui de LoRa parce qu'on va aller, LoRaWAN, parce qu'on va aller utiliser des adresses avec une procédure un peu de join pour essayer d'optimiser. Et puis, de l'autre côté, on va être sur une notion de pre-shared key qui est fixe et pas de session comme on a dans LoRaWAN. Et ce système de pre-shared key fixe qui permet de faire signature et chiffrement, eh bien, c'est le système qui est utilisé dans Sigfox. Donc, grosso modo, on a un réseau qui, là, c'est pas mal inspiré d'un mix des deux, encore une fois, pour arriver à faire ça, d'où la remarque sur l'enfant de Sigfox et de LoRaWAN, n'en déplaise aux gens qui ont inventé MyOT et qui ont tendance à nous expliquer qu'ils ont tout fait mieux et différemment des autres. C'était gratuit, ça, mais ça me fait plaisir des fois. Bon, donc ces adresses, l'adresse 64 bits, la longue, si vous voulez la choisir, il ne faut pas la choisir au hasard. On est censé utiliser un range J3E que l'on possède et attribuer nos adresses là-dedans. Le problème de cette approche-là, qui en soi est très bonne, c'est qu'elle conduit en général sur le marché à avoir énormément de gens qui n'achètent pas ces ranges-là et qui par conséquent finissent par avoir du random sur les adresses I3E. Finalement, c'est pas toujours gênant parce que même si plusieurs adresses identiques sont utilisées, les clés, elles, sont différentes et par conséquent, on est capable de retrouver les petits grâce à la signature. En fait, dans le fond, l'adresse, qu'elle soit longue, qu'elle soit petite, qu'elle soit présente ou pas présente, grosso modo, ce n'est qu'un accélérateur dans la recherche de l'objet d'un point de vue network server parce que en réalité, c'est la signature qui va être importante. Donc, ça permet juste d'éviter de tester avec tous les objets qui sont disponibles dans la base. On ne va sélectionner qu'avec ceux qui sont choisis. Donc, finalement, en vrai, on aurait pu se contenter d'avoir des adresses qui sont que sur 2 octets. Je pense que ça répondait assez bien au système. Et c'est pour ça qu'on peut mettre en dur des adresses courtes sur 2 octets sans trop de difficultés sur un réseau MyOT. Mais si on utilise l'adresse longue, il est bien, en tout cas, d'aller travailler avec un range J3E que l'on possède. Le compteur fait 24 bits pour 32 utilisés, ça je vous l'ai dit précédemment. Autre élément qui est important, on l'a déjà évoqué, c'est la
triplication de l'information, c'est un peu la base du système. Comme je vous l'ai expliqué, dans une trame qu'on va avoir, on va prendre l'ensemble des données qu'on veut émettre, on va les mettre 3 fois un peu les uns derrière les autres. C'est pas forcément exactement comme ça que ça se passe, mais on va l'illustrer comme ça. Ensuite, on va avoir tout un tas de méthodes qui permettent de prendre tous les bits de cette trame, de faire un gros mélange de façon à recomposer une trame qui, grosso modo, fait à peu près la même taille, mais où tous les bits sont dans le désordre, mais on est capable de retrouver l'ordre. On peut rajouter un code de correction d'erreur qui fait qu'on agrandit encore un petit peu le système globalement. Et ensuite, ça, on le découpe en blocs de 24 bits. On rajoute à chaque fois les 12 bits qui permettent de faire la synchronisation. Ça donne notre split et on les émet dans l'air. Et donc, globalement, si on a une interférence, et même si cette interférence elle est assez large dans le temps, sachant qu'on a entre deux splits, on va se retrouver, comme on l'a vu, avec plusieurs centaines de millisecondes qui les séparent. Donc entre deux splits, on a pratiquement une seconde des fois. On peut presque aller là. Enfin, entre trois splits, on va pratiquement monter à une seconde. Et bien même si on a une perturbation qui est relativement longue et qu'on perd un certain nombre de splits qui se suivent, à la fin, on sera quand même capable de recomposer avec ce qu'on a eu avant et après. C'est ça la promesse de MyOT, de survivre finalement à des collisions qui sont assez longues venant de systèmes extérieurs. Ça a quand même un coût, il faut l'avoir en tête. On est sur un réseau sur lequel le débit est assez élevé, puisqu'on est à 2,4 kHz, donc on transfère des choses assez rapidement. Mais on est obligé de multiplier l'information par 3 pour faire l'application. On est obligé de rajouter 30% parce qu'on fait la synchronisation sur chacun des splits. Et puis on rajoute un peu d'overhead lié aux corrections d'erreurs, lié au CRC, lié au header, et ainsi de suite. Et donc quand on regarde tout ça, globalement, eh bien, on se rend compte que si on veut transférer 8 bits, c'est-à-dire 1 octet, en fait, on va transmettre dans l'air 837 bits. Donc vous voyez qu'on a un facteur de 100 pour une toute petite quantité de données. Alors c'est un exemple extrême, bien entendu, parce que même qu'en plus, quand je veux transférer 8 bits, en fait, ces 8 bits, ils tiennent dans l'accord frame et ils tiennent dans le padding. Donc en fait, pour en transférer 8, en réalité, j'en transfère au minimum 32, voire un peu plus selon les adresses que j'ai utilisées, le reste étant des zéros. Donc c'est un exemple extrême, mais c'est pour illustrer jusqu'où ça peut aller. Mais si je prends un exemple qui est beaucoup moins extrême, c'est-à-dire si je dis on va transférer 100 octets de payload utile, donc 100 octets de données utiles, en fait, le transfert qu'on va effectuer est un transfert qui va faire 510 octets dans l'air. Donc vous voyez que là, on a un ratio, et c'est à peu près le ratio qu'on va trouver, qui est autour de 5 fois les données utiles à transférer. Et donc, forcément, ça a un impact énergétique, ça a un impact potentiellement sur le risque, sur l'occupation spectrale et ainsi de suite, qui fait que la solution MyOT est une solution qui est très intéressante, mais qui n'est pas non plus révolutionnaire par rapport aux autres choses que l'on a pu voir.